Eh bien, permettez-moi avant tout de prendre quelques précautions en rapport, et d'abord je vous demanderai de bien vouloir m'excuser si je l'ai scrupuleusement dans les notes, mais vous savez, je suis bavard, et donc ça va éviter de dépasser le temps imparti. Alors d'emblée, je préfère vous prévenir que depuis mon entrée dans le troisième âge, il est possible que l'on me perçoive comme un réactionnaire rempli de préjugés. Une chose est certaine, je manie très mal le politiquement correct. À ma décharge, je suis né, comme beaucoup d'autres ici, je pense, ce soir, au milieu du siècle passé, à une époque où nous allions à pied à l'école, ou à vélo. Nos maîtres, c'est ainsi qu'on les appelait, avec respect non fin, nous remplissaient bien la tête, à défaut, selon certains dont je ne partage pas l'avis, de nous rendre la tête bien faite. Les courses se faisaient au magasin du coin, où le lait, les œufs, le beurre, qui s'y vendait, venait de la ferme la plus proche. Nous ne mangions des mandarines qu'à la Saint-Nicolas, une fête qui tombait le 6 décembre et pas 2 mois plus tôt. Je tiens aussi à vous avouer que je ne suis pas du tout spécialiste du thème du jour, mais alors pas du tout. Je ne suis ni éthicien, ni philosophe, ni politologue, ni pédagogue, encore moins prophète. C'est une autre façon de vous avertir que je ne représente ce soir que moi-même. J'énonce un avis personnel, influencé sans doute, je dois l'avouer, par deux choses. La première, eh bien, je l'ai apprise dès ma formation d'officier paracommando, à savoir que quels que soient nos rêves et nos espérances, il vaut toujours mieux se préparer au pire. Et cela n'a pas fait de moi un pessimiste, mais bien un réaliste rêveur, un pragmatique rempli d'espoir. La seconde chose, c'est une expérience particulière de la vie, laquelle m'a conduit, et me conduit encore parfois, au cours de missions à parcourir le monde, non comme un touriste émerveillé, mais plutôt comme un témoin du pire spectacle de ce que l'humanité peut créer de folie et d'horreur. Suis-je pour autant devenu un misanthrope? Si c'est le cas, au moins, la misogynie, le racisme et l'ostracisme ne peuvent guère me contaminer, puisqu'un misanthrope met tout le monde dans le même sac, y compris lui-même. Il est vrai aussi que le philosophe Émile Cioran m'a autrefois fortement impressionné. On peut résumer son œuvre à la louche, et en particulier son principe de décomposition de la manière suivante. On ne fait jamais rien pour rien, fût-ce pour de la reconnaissance ou de la satisfaction personnelle. Du coup, toute action, toute prétendue valeur cache une faille. De fait, je ne crois guère au progrès moral de l'humanité. Nous sommes tous, hommes et femmes, jeunes et vieux, blancs, noirs ou jaunes, toutes convictions confondues, capables du pire, que ce soit hier, aujourd'hui ou demain. Je ne crois pas que les choses aient changé. À part la technologie, à part la démographie, la mondialisation, l'esprit humain n'a pas changé. Certes, et heureusement, nous sommes aussi capables du meilleur, mais sous condition. Sous condition. J'y reviendrai dans le premier point de mon exposé. Alors je ne suis pas certain du tout de me faire des amis ce soir, mais au moins je serai sincère. Mon intervention portera sur un seul des termes du libellé du jour. Nous portons tous la responsabilité de bâtir l'avenir. C'est le tous qui a retenu mon attention et mon exposé comportera 3 points. Le premier est un peu plus long que les suivants dans la mesure où il expose ce que j'estime être un préalable nécessaire à tout avenir. Je parlais tout à l'heure des conditions, un préalable nécessaire à tout avenir. Ce point reprend les grandes lignes de l'intervention qui était la mienne lors de notre dernière table ronde, c'était avant le Covid. Une intervention qui s'intitulait, tout un programme, « Rendez-moi ma laïcité ». Si nous voulons porter tous la responsabilité de bâtir l'avenir, nous devons bien évidemment, ça tombe sous le sens, d'abord nous entendre sur la vision que nous avons de cet avenir. Pour ma part, il ne fait aucun doute que la laïcité, je dis bien la laïcité, doit occuper la clé de voûte de cet avenir parce qu'il s'agit précisément de l'avenir de tous. J'imagine que d'aucuns sont surpris d'entendre dans ma bouche un tel propos, mais pour peu que l'on se souvienne de cette intervention d'il y a quelques années, il faut savoir que tout n'est pas dit et qu'il y a comme un hic. Le voilà qui remet ça, oui. Définir la laïcité n'est pas une sinécure, il y a, dit-on, autant de définitions de la laïcité qu'il y a de laïcs, et le temps imparti ce soir m'oblige à aller droit au but. Souffrez donc que je me contente d'exposer, et encore dans les grandes lignes,
la laïcité que j'envisage à la fois pour l'avenir et comme plan de construction. Je commencerai par dire ce que selon moi la laïcité n'est pas et ne doit surtout pas être. Il est illusoire de croire, car il s'agit bien d'une foi, de croire que la laïcité est un principe supérieur, voire le principe supérieur. Le croire tombe d'ailleurs fondamentalement en contradiction avec le concept de base de la laïcité, quelle que soit, me semble-t-il, la définition que l'on pose de celle-ci. Dès lors qu'un principe est déclaré supérieur, le principe devient en quelque sorte transcendant. Transcendant. Peu importe que cette transcendance ne soit pas liée à une divinité, elle s'impose d'en haut, d'au-dessus même de l'humain. Par nature, les risques de dérive autoritaires, cléricales, dogmatiques, structurelles, les risques de dérive deviennent exactement les mêmes que ceux qu'une religion, au sens classique du terme, fait courir à la société. Et croire, encore une fois croire, que l'on fera mieux que les autres est tout simplement présomptueux. Quelle que soit la manière de penser, il est clair que la laïcité affirme reposer sur un système de valeurs fortes. Certes, mais c'est la prétention de toutes les idéologies, même celles qui, dans la pratique, ont conduit les peuples au pire. On rétorquera que les valeurs de la laïcité sont humanistes et universelles, mais les valeurs des religions révélées sont aussi humanistes et universelles. L'humanisme est d'ailleurs né de leur giron et l'universalisme de leur prétention. Paradoxalement, c'est une manière de constater que les valeurs dites universelles ne le sont pas. Je reviendrai sur cette soi-disant universalité des valeurs. En attendant, je voudrais citer simplement un rabbin, dont le nom m'échappe malheureusement, qui disait ceci. Les valeurs dont on parle le plus sont les valeurs qui nous manquent le plus. Et dans la pratique, je constate que cet aphorisme est pertinent. Après les valeurs, l'éducation. Je m'en voudrais de ne pas avoir au moins cité l'éducation aux valeurs, et je suis certain que d'aucuns m'en voudraient aussi. Mais l'éducation aux valeurs universelles, qui plus est dans la perspective d'une laïcité comme principe transcendant, ça ne vaut pas plus et pas moins, toujours selon moi, que ce que vaut une éducation religieuse. La Hinouk dans le judaïsme, Atariya dans l'islam, le catéchisme dans le christianisme. Un cours de morale constitue une forme de catéchisme. Et même Friedrich Engels a publié un catéchisme communiste. Pour moi, la laïcité est simplement un contrat social. Un contrat social, le contrat social. L'idée n'est pas nouvelle, elle remonte au XVIIe siècle avec Thomas Hobbes, puis John Locke et plus tard au XVIIIe avec Jean-Jacques Rousseau. La laïcité devrait être cette convention démocratiquement consentie entre les membres du corps social, entre l'individu et l'État. Convention qui permet aux humains de toutes les convictions, je dis bien de toutes les convictions, de coexister pacifiquement dans la tolérance. La Constitution et les lois formant l'expression écrite positive de la dite Convention. L'élément fondamental d'un tel contrat social n'est pas la fameuse séparation entre l'Église et l'État, mais bien la liberté absolue de conscience. Liberté absolue de conscience. Encore une valeur, me direz-vous, c'est pourquoi d'ailleurs je me méfie de cette formule, derrière laquelle tout un chacun peut se réfugier comme si c'était un alibi. Car bien souvent, la liberté de conscience, elle prend l'allure d'une brouette. Vous avez cette brouette que l'on conduit là où on voudrait qu'elle aille. La liberté de conscience que j'évoque ici, elle se limite modestement au droit de chacun de choisir sa religion et d'en changer, ou de n'en avoir aucune. Et c'est déjà pas mal. L'élément qui découle de cette liberté de conscience, je dis bien qui en découle, et non qui la précède, est la séparation entre l'Église et l'État. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Séparation entre l'Église et l'État, on parle aujourd'hui de séparation entre les religions et l'État. Mais cette formule actualisée constitue un piège. Dans le cas spécifique de la Belgique, il convient de formuler les choses ainsi. Séparation entre les convictions religieuses et philosophiques d'une part, et l'État d'autre part. J'ai bien dit les convictions religieuses et philosophiques d'une part. Vous allez comprendre dans un instant. Faut-il en déduire que ces convictions doivent rester muettes dans un État démocratique? Certainement pas, sinon l'État ne serait précisément pas démocratique. Comme toutes les associations de citoyens, elles possèdent le droit de s'exprimer, de faire valoir leur point de vue. Ici, la laïcité devrait jouer le rôle d'espace formel et paisible de rencontre et de débat. Quant au financement des convictions religieuses et philosophiques,
Il découle du devoir de l'État de garantir la liberté de ses convictions, mais aussi d'en permettre l'exercice, oserais-je dire, l'exercice insouciant. Mais c'est un autre débat. Peut-être êtes-vous déçus de cette réduction, déniant à la laïcité le droit de briller au firmament comme principe supérieur, lui faisant tenir le rôle de convention, de contrat social et d'espace interconvictionnel à la manière finalement du nôtre ici et maintenant. Mais c'est beaucoup déjà, me semble-t-il. Beaucoup que d'espérer faire passer l'humain de la barbarie à une culture du vivre ensemble. Vous l'avez sans doute compris, je ne partage pas la vision de Rousseau qui considérait que l'homme naissait bon et que c'était la société qui le corrompait. Un siècle avant lui, Hobbes écrivait l'état de nature humaine comme un état de guerre. Pour les religions monothéistes, l'humain est un pécheur. Pécheur. Alors le péché, le terme rebute sans doute certains. Alors disons que l'humain n'est bipède, mammifère, au sommet de la chaîne alimentaire, qu'il est un prédateur. On pourrait même se poser la question de connaître la valeur ajoutée de l'humain à la nature. N'est-il pas, après tout, simplement une espèce parasite? La question peut se poser. Contrat social, la laïcité doit surtout posséder les moyens d'en assurer la concrétisation, la stabilité et la pérennité. C'est le rôle des lois, de la justice, de la police, de l'armée, de l'ensemble des corps constitués. Autrement dit, les bonnes volontés ne suffisent pas, du moins pas à partir d'une certaine échelle ou d'une certaine complexité. Il faut un cadre, un contrat social et les moyens de l'appliquer. Que ça plaise ou non, pas de chasse sans garde-chasse. Dès lors que je place la laïcité comme clé de voûte de l'avenir, on pourrait s'attendre à ce que je sois favorable à proclamer que notre pays est un pays laïque. Malheureusement, en Belgique, le terme laïcité est galvaudé, compromis par des combats que je comprends, dont je reconnais la vertu, mais des combats qui ont été parfois injustes, souvent excessifs, politisés et surtout clivants, et dont la mémoire demeure vivace et la réalité présente. Plus encore, au cœur de ces combats, s'appropriant le terme, une laïcité organisée s'est faite reconnaître et subsidiée par les pouvoirs publics, au même titre que les cultes, mêlant par ailleurs combat laïque et assistance morale aux athées et aux agnostiques, l'un et l'autre étant certainement nécessaires, mais pas nécessairement à mêler ensemble. Bien sûr, contournant l'écueil de ce qui ressemble à la confiscation par une seule conviction, de ce qui aurait dû retenir toutes les convictions, certains avancent qu'il suffit de passer outre et de ne considérer de la laïcité que celle que l'on nomme laïcité philosophique. C'est à croire qu'il ne s'agit que d'un simple jeu de mots. Un jeu de mots, alors dans ce cas, je propose un autre jeu de mots. Je propose un autre jeu de mots que laïcité. L'État ne devrait peut-être pas être laïque, il devrait être catholique. Oui, je dis bien catholique. Quoi, le problème pose, la question pose problème à certains. Pourtant, catholique vient du grec catholikos, qui signifie universel. Ne dit-on pas que les valeurs de la laïcité sont universelles? Alors pourquoi le terme devrait-il déranger? Je n'ai pas dit catholique romain, j'ai dit catholique, tout court, universel. Effectivement, j'en conviens, le terme catholique est galvaudé, compromis, et ferait croire surtout à la victoire d'une conviction contre une autre, ce qui mettrait par avance en péril la laïcité de l'État. Oui, exactement comme le ferait le terme laïcité, qu'il convient donc de récuser, de mettre à la disposition, de remettre à la disposition de l'ensemble des convictions religieuses et philosophiques du pays. Mon second point sera plus court. Il s'interroge sur les limites du tous ensemble. Si nos valeurs dites universelles étaient bien universelles, nous pourrions espérer, en un claquement de doigts, l'adhésion de toute l'humanité. Seulement voilà, on a beau s'en gargariser, les valeurs ne sont pas universelles. Croissance et écologie, par exemple, font assez mauvais ménage. Ce n'est pas seulement une question de modèle économique ou politique, mais aussi de culture, de religion. L'apostasie, par exemple, le fait de quitter une religion, ou le blasphème, constituent des crimes dans certains pays et sont sévèrement punis. La taille d'une société, l'énormité de sa population, explique aussi, voire justifie d'un point de vue pratique, les différences de valeurs. L'Inde, par exemple, avec 1,5 milliard d'habitants, serait-elle en mesure de réviser son système à nous inadmissible de caste? La Chine arriverait-elle à nourrir quotidiennement sa population dans un modèle organisationnel identique au nôtre? Vers à moitié vide ou vers à moitié plein, il paraît que ça s'arrange.
Des peuples aspirent, dit-on, à l'émancipation. Pourtant, c'est un exemple, une décennie après le fameux printemps arabe ou les printemps arabes, le renouveau espéré n'a pas eu lieu. Mais on continue à affirmer que du Maroc au Yémen, les peuples souhaitent toujours des changements radicaux. Les peuples. Et quel pourcentage de ces peuples? Et surtout, à quel changement aspirent-ils? Considérez les prochaines élections américaines. Plus ou moins 50% des Américains voteront en grande partie contre des avancées qui, vues de chez nous, paraissent acquises. Enfin, plus ou moins. Le droit à l'avortement, l'abolition de la peine de mort, la condamnation de l'homophobie, le droit à l'euthanasie, la sécurité sociale pour tous. Personnellement, je n'ai pas l'impression que ça s'arrange. Entre le Brexit et la montée des partis extrémistes, Finlande, Hongrie, Italie, Pologne, Pays-Bas, Slovaquie, Suède, j'en ai peut-être oublié, le tous ensemble de l'Europe ne donne pas le ton, il faut l'avouer. Et on a beau siffler l'air de tout va très bien, Madame la Marquise, en Belgique, les sondages annoncent qu'aux prochaines élections, 15% des Belges voteront extrême droite et 15% extrême gauche. On peut parfaitement comprendre et admettre l'instauration d'un cordon sanitaire ou le vote de sanctions internationales. Et pourquoi ne pas les appliquer, ces beaux principes, dans tous les cas similaires? Pourquoi plusieurs poids et plusieurs mesures? Eh bien, c'est que parfois, ça nous arrange, et d'autres fois, ça nous arrange moins, et que les excuses sont là pour s'en servir. Le troisième et dernier point découle du second et pose la question suivante: qui fera le premier pas? Ou plutôt, qui prendra le risque de faire le premier pas? Car l'idée est répandue, comme à la grande époque de la guerre froide et des belles heures du pacifisme. Montrons l'exemple, en l'occurrence l'exemple du désarmement. 35 ans plus tard, on s'aperçoit que l'incendie couvait et s'est propagé ailleurs, que des plans cachés existaient ou ont été conçus entre-temps, et que les dés étaient ou sont pipés. Après avoir si bien chanté, l'Europe, comme la cigale, s'en trouve aujourd'hui fort dépourvue. Un slogan scandalise particulièrement les idéalistes des valeurs universelles, America First. Aussi populiste soit-il, le slogan a pourtant le mérite d'être honnête. America First, China First, Russia First, Vlaanderen Eerst, la Flandre première, Antwerpen Eerst, Charleroi premier, Liège premier, je n'oserais pas dire une ardeur d'avance, mais non, on n'est pas comme ça chez nous. Un individu peut consciemment, courageusement, volontairement prendre le risque de faire le premier pas, celui du désarmement ou tout autre pas en faveur du climat, du partage, de la sincérité, de la tolérance. Si quelqu'un te frappe sur la joue, présente-lui l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre ta tunique. Mais un père de famille a-t-il le droit d'imposer ce principe à ses enfants? D'exposer sa famille? Dans le cadre d'un responsable politique, est-ce que cela ne constitue pas une trahison? Dans un cadre international, une décision, un acte, uniquement fondé sur nos valeurs universelles, purement altruistes, j'entends un acte sans contrepartie, sans calcul ni arrière-pensée, me semble relever de l'utopie, et dans certains cas de l'utopie suicidaire. C'est tout le travail de la diplomatie, de peser le pour et le contre, d'évaluer les pertes et les gains, de faire bouger les lignes, y compris les lignes de notre conscience, et même celles de notre raison. Bien sûr, me direz-vous, on peut commencer par soi-même, montrer l'exemple individuellement et s'engager à côté d'autres dans autant d'actes citoyens. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Mais dans ce cas, il me semble qu'il faut le faire avec intelligence, avec raison, disait-on tout à l'heure. Bien plus, et certainement bien plus qu'avec passion. Et surtout sans compromis, et seulement avec soi-même. Sans compromis, et seulement avec soi-même. Que voulez-vous, et ce sera par ces mots que je terminerai. Personnellement, j'ai beaucoup de mal à comprendre deux phénomènes. Et c'est un peu un clin d'œil. J'ai beaucoup de mal à comprendre que l'on se réjouisse de pouvoir choisir, de pouvoir voter, alors que l'important est de savoir pourquoi on pose ses choix, pour qui on vote, et quelles seront les conséquences de ces choix. Plus prosaïquement encore, j'ai beaucoup de mal à comprendre que l'on isole sa toiture, et que l'on installe des panneaux solaires en scandant « c'est pour le climat », et que l'été suivant, on prenne l'avion pour se dorer le nombril au soleil.